Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast. Alors cette fois-ci, on est en mode interview, puisqu'on reçoit Jean-Stéphane Sauvert. Bonjour Jean-Stéphane. Bonjour Stéphane. Pour parler en fait de ton nouveau film, Black Flies, qui sort ce 3 avril dans les salles françaises, après un passage à Cannes l'an dernier. Avant d'en parler, je propose qu'on regarde quelques images quand même, parce que c'est un film un peu particulier. We start doing this because you want to help people. Sometimes you just end up doing the complete opposite. Tell the truth. Did paramedic Rukowski intentionally withhold treatment? Donc voilà, première question pour parler du film, tout simplement, en fait, comment est-ce que ce projet t'est arrivé entre les mains ? Parce que c'est pas ton scénario. Non, c'est les producteurs qui à la base avaient envie de travailler avec moi et qui m'ont dit voilà, on a différentes idées. En général, ils cherchent sur des articles ou sur des livres et tout ça. Et là, ils sont venus avec le livre de Shannon Burke, Oui, qui s'appelle Black Flies. Et Shannon, en fait, il était jeune ambulancier à Harlem dans les années 90. Et il a écrit ce livre à travers son expérience de jeune ambulancier à cette époque-là, quoi. Et j'ai lu le livre et je me dis, ouais, ça me plairait. C'est-à-dire que je suis OK pour adapter ça et en faire un film. Et le livre leur avait été amené par Ryan King, qui est un scénariste. Et donc, c'est lui qui avait dit, ce livre, il devait être adapté à une époque par Darren Aronofsky. Ah, Et les droits sont libres. Ils avaient dit à ses producteurs, ça serait intéressant de refaire un film, de faire un film sur les ambulanciers, quoi. Parce qu'il n'y avait eu que celui de Scorsese à l'époque. Oui, Out the Dead à tombeau ouvert. Hein. À tombeau ouvert, qui reste un peu la seule référence, que c'est le seul film. Curieusement, parce qu'on se dit les ambulanciers pourraient être un sujet de cinéma, comme l'ont été les flics et tout ça à New York. Et finalement, rarement, quoi. Donc, et je me dis, c'est intéressant, parce que c'est intéressant s'il le raconte aujourd'hui. J'avais pas envie de garder les années 90 et de faire plutôt un film contemporain, de raconter New York d'aujourd'hui. Et je trouvais que les ambulanciers, à leur façon, ils ont moyen comme ça c'est un moyen de raconter New York, de rentrer dans la ville, de rentrer dans les entrailles de la ville, de connaître vraiment les gens qui habitent de l'intérieur, on va dire, quoi, et dans des situations où ils sont à chaque fois très vulnérables comme ça, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose de fort à faire et que le personnage de Cross, le jeune ambulancier qui est joué par Ty Sheridan dans le film, il a ce parcours-là, quoi. C'est comment il va être quelque part confronté à la violence de la ville, à la violence aussi sociale et à tous ces patients qui sont dans l'ambulance et comment sa santé mentale va aussi peut-être en être affectée, quoi. Et c'est toujours des sujets qui me plaisent dans les films, quoi, sur la violence, on va dire, et comment on peut réagir par la violence et comment on peut être affecté par la violence et comment on peut combattre la violence. Mais alors, quand en fait, déjà il y a un roman à la base, ensuite il y a, comment dire, des scénaristes qui travaillent dessus, qui l'adaptent. Toi, on te connaît pour Johnny Mad Dog, on te connaît aussi pour des documentaires, on te connaît pour Une prière avant l'aube, et tu as toujours eu une approche extrêmement documentaire, en fait, dans ta façon d'aborder le milieu social que tu veux dépeindre dans ton film. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Tu habites à New York depuis une quinzaine d'années, donc tu connais quand même très bien la ville, les lieux. Comment ça se passe pour toi, quand il est question de t'approprier totalement le sujet, et de dire, ok, je vais le traiter à ma manière, en fait ? Pas à la manière d'Aronofsky, pas à la manière de Scorsese justement, mais à ma manière, quoi. Je crois que c'est le réel, quoi. Moi, ce qui me passionne avant tout, c'est de me dire, ok, là, par exemple, dans le film sur les ambulanciers, je me dis ce qui est génial, c'est que ça va devenir une expérience de vie, c'est-à-dire que je vais devenir ambulancier pendant quelques mois, quelques années, et puis essayer de comprendre cette réalité et la retranscrire. Donc, c'est-à-dire que chaque film soit presque des expériences de vie. C'est ce qui me plaît. Un peu ce qui a été le cas avec les enfants soldats au Libéria, c'est de rester 2 ans avec eux et de travailler avec eux, ou en Thaïlande avec les prisonniers. C'est ces expériences-là qui me plaisent à travers le cinéma, parce que je pense que on peut avoir des références de cinéma, mais en l'occurrence, les films sur les ambulanciers, on vient d'en parler, il y en a très peu, donc je me dis, j'ai pas envie que ça soit comme beaucoup de séries qui ont été faites sur le sujet. Ma référence, ça va être le réel. Donc, il y avait le roman de Shannon, qui est déjà très ancré dans le réel, parce que c'est son expérience, c'est ce que j'aimais du roman, il est très réaliste comme ça. Et après, je me dis, une fois qu'on a une première version du scénario, ce que Ryan King a fait, puisqu'il avait amené le projet, on a travaillé ensemble à une première version, on va dire, pour accrocher les acteurs et après financer. Et à partir du moment, on va dire, on a eu Ty Sheridan, qui a été le premier vraiment à s'impliquer dans le projet pour le rôle principal. On s'est dit, bon, il y a moyen que le film se finance. Donc à ce moment-là, je suis entré dans une deuxième phase, qui est une phase de recherche.
Et là, c'était grâce à un hôpital qui est près de chez moi, qui est l'hôpital de Wyckoff à Brooklyn, d'avoir l'accès à l'ambulance et de parcourir tous les soirs avec eux, d'être à l'arrière de l'ambulance, d'avoir mon uniforme et de vivre avec eux ce qu'ils vivaient au jour le jour pour à la fois adapter ce qu'était l'épidémie du crack dans les années 90 à aujourd'hui le New York et mon quartier. C'est-à-dire que Brooklyn, autant à Harlem, on va dire les années 90, Harlem aujourd'hui c'est gentrifié et devenu différent. Brooklyn, il reste comme ça, ce mélange ethnique et culturel et tout ça qui fait la richesse de New York, quoi. Et ça m'intéressait de capturer ça, parce que quand je suis arrivé là, il y a une quinzaine d'années, je me dis c'est ce New York-là que j'aime, c'est ce New York qui nous fait vibrer, parce que c'est un New York de cinéma, de références cinématographiques, de plein de films. Et moi, j'habitais à Bushwick, vraiment au pied du métro aérien. Et souvent, New York, on se dit, voilà, c'est les ponts, c'est le métro aérien, c'est ça, parce que le cinéma a amené aussi cet imaginaire, curieusement. Et donc, du coup, c'était après de confronter le livre au réel et au réel d'aujourd'hui. Et donc ces tours en ambulance tous les jours m'ont permis, c'est ça, de nourrir le scénario et de retravailler avec un autre scénariste ensuite à partir du réel. J'avais envie de vivre chaque situation, j'avais envie de comprendre chaque situation. Donc chaque situation du film aujourd'hui, quasi je l'ai vécue, sauf, on va dire, celle qui était vraiment liée au livre. Comme à un moment il y a une femme enceinte et tout qui déclenchait un peu d'une histoire et tout. Ça, on va dire, c'est propre au livre de Shannon. Après, tous les appels qu'ils ont d'urgence, un peu comme ça... c'est des choses que j'ai vécues de l'intérieur. Et est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, justement, dans ce que tu as vécu, dans ces nuits, en fait, à partir avec les ambulanciers, où tu t'es dit, mais ça, en fait, typiquement, enfin, un exemple, par exemple, dans le film qu'on a vu, ça, je le prends, il faut que je le mette impérativement dedans, même si c'est un détail, même si c'est un petit truc, tu te dis, mais ça, c'est extrêmement frappant, il me le faut. Tous les petits détails étaient intéressants, quoi. Et c'est ça qui était intéressant, parce que chaque appel, c'est un peu différent, et en même temps, c'est toujours les mêmes appels et c'est toujours différent. C'est ça qui est très curieux, quoi. Celui qui est, on va dire, moins courant aujourd'hui à New York, c'est les appels et les blessures par balle, quoi, les tirs. Il y a quand même un peu moins, on va dire. Donc ça manquait à ma panoplie pour le film. Il me manquait quand même... il me manquait ça, et un jour, je me souviens, j'étais le 4 juillet chez moi, où ils célèbrent donc, les feux d'artifice dans tout New York et tout ça. Et les ambulanciers m'ont appelé, parce qu'après, on est devenus amis, puisqu'à force de passer des mois dans l'ambulance. Et eux, ils avaient aussi envie de communiquer ce qu'était leur vie. Donc, ils pensaient que le film aussi serait un moyen comme ça pour que les gens comprennent leur réalité du terrain, quoi. Et ce 4 juillet, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais? Je dis rien de spécial, t'es chez toi? Oui, viens si tu veux, parce que le 4 juillet c'est toujours plus, en général, plus actif. C'est des nuits où il se passe beaucoup de choses parce que les gens célèbrent, et donc il y a toujours plus d'accidents, de problèmes et tout, quoi. Et donc j'ai mis mon uniforme, je les ai rejoints. Ce soir-là, on avait eu une crise cardiaque dans une station essence quelqu'un qu'ils n'ont pas pu réanimer. Et ça, c'est pareil, c'est dans le film, ça peut paraître dur et tout ça, mais quand on se retrouve dans une ambulance avec quelqu'un qu'on n'arrive pas à sauver, pour eux, c'est une vraie... c'est difficile, parce que souvent, il y a la famille qui est là, et il faut expliquer que voilà, la personne est morte, et que malheureusement, ils ne pourront rien faire, et c'est quelque chose qui est difficile. On a du mal à imaginer que son travail de tous les jours puisse être ça, et c'est ça qui est difficile aussi pour eux. Après ce cas-là, on a eu un appel justement de quelqu'un qui avait été blessé par balle. Donc moi, en général, comme j'étais à l'arrière de l'ambulance, j'ai essayé de me rendre utile et pas juste être un observateur, un témoin. Tu vois. Donc j'ai ouvert les portes, j'étais à l'arrière, donc je sors le brancard. En général, les j'aide à porter les sacs, parce qu'ils ont toujours beaucoup de sacs, beaucoup de choses à porter, quoi. Et là, je sors les sacs, il y a les feux d'artifice, et ils me disent non, c'est pas les feux d'artifice, que ça continue de tirer, ils n'ont pas encore arrêté, quoi. La police n'a pas encore arrêté les tireurs, quoi. Donc on est rentré dans l'ambulance. Dans ces cas-là, on attend que ça se sécurise, et ensuite on a été dans une autre ambulance qui sont là-bas les BLS, qui sont ce qu'ils appellent les basiques, qui sont un peu l'équivalent du SAMU pour nous, des pompiers, qui viennent mais qui sont pas capables de faire d'intervention médicale. Ce que sont les paramédics, qui sont les personnages du film, qui ont une formation médicale et qui peuvent donc. On s'est retrouvés, par exemple là, il y avait avec nous des flics qui viennent, parce que dans ces cas-là, quand c'est une victime par balle, la police accompagne les ambulanciers. Et c'est tous ces détails-là qui m'intéressaient. Et dans la première scène du film, par exemple, qui est un patient qui s'est fait tirer des balles dans l'estomac et dans le ventre. Et comme on a tourné dans une ambulance, qui a un espace quand même réduit avec la caméra, personne n'avait vraiment accès, sauf le cadreur, le chef-op, et parfois le son qui se mettait. Il y a un flic aussi dans la scène, et le flic était le paramédic qui était avec moi ce soir-là, et qui a pas pu, avec qui on a été dans ce cas de
d'appel d'urgence, quoi. C'est tout ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, je me dis oui, que les flics soient là, que lui joue, que lui regarde et qu'il puisse être dans l'ambulance et qu'il puisse nous assurer que tous les gestes sont vraiment les gestes de la réalité. J'aime quand le réel un peu prend le dessus sur la fiction. C'est-à-dire que la fiction, quand elle est juste du fantasme du scénariste, et parfois Hollywood, c'est beaucoup ça. Dans beaucoup de scénarios que j'ai lus, c'est une espèce de fantasme de cinéma plus que de l'approche du réel. Moi, j'aime le réel parce que je trouve qu'il y a des choses tellement plus surprenantes parfois, quoi. Bien sûr, et il y a plein d'anecdotes comme ça. Il faut arriver à le laisser rentrer aussi, c'est un talent. Parce que c'est mine de rien. Je sais pas, parce qu'après, on est surpris par le réel. Tu vois, il y avait une anecdote, par exemple, la seule fois j'ai eu, parce qu'ils disent tout le temps, les paramédics, nous, le seul un peu appel intéressant, c'est quand on a une femme enceinte, parce que c'est le seul appel positif, on va dire. Ah oui, elle va accoucher, tout ça, et donc ils se disent, là, c'est un peu de joie. En général, c'est que des appels de plus de souffrance. Un coup, je l'ai eu, c'est avec, on a eu pareil, une femme enceinte. Et on arrive, c'était une femme voilée, de musulmane, et donc ils avaient du mal à l'ausculter parce qu'elle voulait pas enlever le voile et tout ça, donc ça posait problème. Elle est montée avec sa mère parce que le mari pouvait pas être avec elle, et son mari nous a suivis en voiture. Donc à l'arrière, ça crée, d'un coup, ça crée des situations. On se dit c'est intéressant, cette femme voilée, cet ambulancier là dans l'ambulance et tout. Moi j'étais à l'avant. Et en allant sur l'hôpital, elle avait attendu un peu le dernier moment parce qu'elle voulait pas rester longtemps à l'hôpital. Donc on va en urgence. Et là, quelqu'un nous arrête au milieu de la rue. Et quand quelqu'un vous arrête au milieu de la rue, vous êtes impatient, ou quelqu'un qui fait signe à l'ambulance, ils sont obligés de s'arrêter, de voir ce que c'est, et d'attendre qu'une autre ambulance arrive. Ouais. Et là, c'était une folle sur la rue avec son fils, et qui avait déjà été à l'hôpital. On a été arrêtés. Le mari a fini par descendre en disant « Qu'est-ce que vous faites ? Ma femme va accoucher. » Donc, on avait la femme qui accouchait dans l'ambulance qui était arrêtée. Les fous. C'est-à-dire que d'un coup, on était dans un film. Plus que... On se dit, on met ça au cinéma. D'un coup, on va nous dire « Mais c'est rocambolesque, ton histoire. » Et en fait, c'était ça tous les jours, que des situations complètement dingues, quoi. D'accord. J'aimerais revenir un tout petit peu dans la logique de financement du film. Est-ce que c'est facile à financer un film comme ça aux États-Unis ? C'est-à-dire que c'est quand même un sujet particulier. J'ai l'impression un budget assez serré. Est-ce que c'est facile à faire financer Non. Aujourd'hui, c'est des films qui sont difficiles à faire financer. J'ai l'impression que ça appartient à une autre presque époque et tout ça, quelque part. Dès que les films touchent à la violence, ou une violence plus, on va dire, directe, c'est compliqué parce que ça fait peur un peu aux financiers. Ça se monte grâce au casting, on va dire, parce que le casting permet, le fait d'avoir Sean Penn, par exemple, dans le film, ça permet de le vendre dans le monde entier. Bien parce sûr. qu'il est connu dans le monde entier. Et c'est par ces préventes, on va dire, qu'on va préfinancer le film et que le film peut se faire. D'accord. Sans acteur, je pense que c'est impossible. Sans acteur qui permet de le vendre en Russie, autant qu'en Chine, autant qu'au Japon. Et c'est ce qui permet que le film puisse se financer, quoi. Et c'est principalement sur les préventes que ça se fait, quoi. D'accord. Et en fait, dans le cadre de ce projet particulier, en fait, ça a mis combien de temps ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose sur lequel tu as travaillé en fait de longue haleine. Une prière avant l'aube, ça date déjà de quelques années, donc pour toi en fait, j'imagine que c'est des projets de cœur aussi, c'est-à-dire que tu peux pas les lâcher comme ça, quoi. Enfin, j'imagine dans la façon dont tu fonctionnes. Donc du coup, ça doit être très tenu en fait de pouvoir intéresser Sean Penn et d'être sûr de l'avoir et en plus encore une fois de le faire rentrer pour le coup. Parce que lui, c'est un acteur, alors, c'est un excellent acteur, mais c'est un acteur hollywoodien. C'est-à-dire, il a des habitudes peut-être d'acteur hollywoodien, et le faire rentrer dans une espèce de logique de film qui se tourne à l'arrache, il a dû en faire d'autres, hein, j'imagine, mais bon, ça demande quand même, c'est un autre processus. Il faut vraiment qu'il s'engage aussi, lui, de son côté, quoi. Ouais, après le financement, c'est compliqué. Moi, ça m'a mis, à chaque fois, ça me prend du temps. Parce que, en plus, là, on a eu le Covid, donc c'est vrai que ça a pris 5 ans dans le milieu de tout ça, quoi. Ah oui, entre écrire le film, ça s'est écrit assez rapidement, parce que l'adaptation, on va dire, elle est proche du livre. Mm-hmm. Mais après, financer, il y a eu plusieurs producteurs qui sont venus à tour de rôle. Sean, au départ, il m'a dit non. Donc, mais il m'a dit, je vais t'aider à caster. Donc après, on a eu Mel Gibson qui devait le faire à un moment donné. Et puis Mel, après, il devait faire son film. Donc, il pouvait plus. Et puis après, il y a eu le Covid. Et puis, du coup, grâce au Covid, j'ai rappelé Sean en disant, pendant tout le Covid, lui, il avait fait avec son ONG qui s'appelle CORE, toutes les vaccinations à Los Angeles. Donc, il était très proche comme ça des urgentistes de LA. Et donc après, je l'ai rappelé, je lui ai dit faisons-le maintenant et tout ça. Il m'a dit ok. Mais c'est pareil, ça la seule chose positive du Covid, c'est que ça m'a permis, avec le temps qui passe et finalement qu'il puisse le faire, parce que c'était vraiment lui dont j'avais envie au départ, quoi. Mais c'est toujours long, moi. Ouais, à chaque fois. Et puis comme j'ai besoin de me immerger, de comprendre, de faire des recherches, ça aussi c'est long, quoi, à chaque fois, parce que c'est plus long que juste de faire un casting avec des acteurs et puis de mettre en place son film de façon plus traditionnelle, quoi. Le réel demande plus de temps. Là, dans le film, il y a vraiment des acteurs professionnels et des non professionnels, mais les non professionnels, c'est difficile aussi parce qu'il faut les entraîner, il faut les trouver, il faut faire tout ce travail un peu
Ça, c'est intéressant. Supplémentaires plutôt que des acteurs, tu vois. Ça, c'est intéressant parce que c'est moi, je pense que c'est une énorme plus-value aussi dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve avec les deux urgentistes qui sont joués par Ty Sheridan et Sean Penn principalement. Hein. Il y a une autre petite casting dont je vais parler un peu après qui est assez étonnant, moi, je trouve, et qui est plutôt sympa, quoi. Avec Mike Tyson, mais on va en parler. Parce que j'aime bien la façon dont il est utilisé dans le film et c'est étonnant, je trouve. Mais au-delà en fait des urgentistes, il y a vraiment en fait tous les personnes qu'ils vont rencontrer. On sent que c'est que des personnages en fait des New-Yorkais du cru, quoi. Et en gros, là, comment il se passe le casting ? Comment est-ce que tu les trouves ? Comment est-ce que tu te dis tiens, j'avais envie de confronter que tous les ambulanciers en gros ça soit des acteurs professionnels et que tous les patients soient des acteurs non professionnels. Après, je vis dans un quartier et le film je l'ai beaucoup tourné autour de ma maison, quoi, dans un quartier qui s'appelle Bushwick. À côté du métro aérien, où il y a cette faune. Donc c'est des gens que je connais du quartier depuis longtemps, et à un moment on a décidé de faire le casting chez moi, et donc les gens venaient et je les rencontrais, et ça restait devenu des amis, c'est resté comme ça des gens que je vois tous les jours, mais qui me permettaient parce qu'il y a une variété dans le quartier, quoi. Et donc du coup c'est comme ça un peu qu'on a construit le casting finalement, parce que aussi c'est des gens qui, puisqu'on a tourné tout dans le quartier, c'était plus facile pour eux de venir, d'être là, alors que sinon c'est plus compliqué. C'est des gens qui vont partir, revenir, qui n'ont pas de téléphone, qui sont donc là-bas, ma maison qui est devenue une base un peu pour faire ça, quoi. Et j'avais aussi envie de tourner tout à pied autour de ma maison pour pas perdre 2 heures le matin, aller dans l'autre bout de New York. Souvent on perd tout ce temps-là, alors que les décors peuvent se trouver dans le même environnement. À un moment, ça reste des décors. Ce qui est important, c'est vraiment les visages et les gens et les corps. Et les patients, pour moi, j'avais envie qu'ils aient des corps et des visages qui racontent déjà une histoire, parce que c'est des gens qui sont en souffrance, mais qui parlent peu, puisqu'ils sont allongés sur le brancard. Donc je voulais que instantanément on comprenne l'histoire de ces gens. C'est ce qui est fascinant quand vous faites les tours en ambulance et tout, c'est que d'un coup, tu es projeté dans un endroit et tu comprends à travers ne serait-ce que le lieu, mais comme ici, on voit toutes les affiches de cinéma, ça raconte une histoire. Et c'est pareil, quand on rentre chez quelqu'un, on comprend le pays, on comprend la famille, on comprend l'histoire, on comprend qui est envers. C'est vraiment intéressant. Et ça, je trouve que les corps aussi de chacun permettent de raconter des histoires. Les tatouages, les cicatrices, la façon dont est le corps. Ce que j'avais eu même sur une prière avant l'aube, j'étais obsédé par que les boxeurs soient des boxeurs, parce que le boxeur a construit son corps avec des années, qu'un acteur, difficile de retrouver la même chose. Il peut pas faire ça en 6 mois, ouais. Et les prisonniers qui sont tatoués de la tête aux pieds, c'est pareil, on pourrait se dire un acteur, on peut le tatouer. Non, parce que il aura jamais cette véracité, ce travail des années, quoi. Et ça, c'est important dans le film. Et donc, c'est que des gens qui, on va dire, connaissent les situations qu'ils interprètent dans le film. J'avais aussi envie de ça, parce que je trouve qu'on peut vite tomber dans le stéréotype. Même si je dirais chacun le stéréotype de soi-même, de ce qu'il représente, on représente tous par notre couleur de peau, par la façon dont on s'habille et tout ça, le stéréotype de qui on est. Mais j'avais envie qu'ils donnent leur propre interprétation, que ce soit pas un acteur qui se dise « Ok, je vais jouer un SDF, donc je vais jouer comme ci, comme ça », mais que non, le SDF, ils disent « Voilà ce que je veux montrer de ma condition ». C'est des choix de vie aussi, parfois, et qu'ils avaient envie de montrer vraiment qu'il y ait cette force, parce que je trouve qu'ils ont tous force, ils ont tous une fierté que j'aime bien, alors qu'un acteur peut prendre le rôle différemment, quelque part. Et c'est toujours délicat sur ce genre on va dire, de personnage dans les films, d'arriver à quelque chose de très vrai, et j'avais envie de ça dans Black Flies. Et il y a aussi, est-ce que ça appelle un petit peu à l'improvisation ? C'est-à-dire que par exemple, il y a une scène dans le film où ils vont chercher une dame dans un lavoir et elle les insulte. Et en fait ça devient toute une scène un peu presque pas humoristique au sens mais en tout cas c'est clairement un repos pour les personnages par rapport à tout ce qu'ils vivent à travers le film, quoi. Et est-ce que ça c'est improvisé ? Est-ce que d'un seul coup Sean Penn se retrouve en face et forcément lui j'imagine qu'il doit improviser par-dessus pour gérer la situation, enfin tous les comédiens qui sont dans la scène, quoi. Comment ça se passe en fait ? Et puis ça rajoute quelque part ça tend le film un peu plus vers la chronique, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est marrant, par exemple cette scène-là, c'est assez curieux parce que je l'ai écrite beaucoup en fonction de quelqu'un que je connaissais, qui vivait dans ma rue. D'accord. Un jour, on faisait un tour d'ambulance et on nous dit au McDonald's, il y a quelqu'un qui est en train de hurler après les gens, qui est à poil, je sais pas quoi, il y a un scandale et tout. Donc on arrive avec l'ambulance et je vois cet homme-là que je connaissais du quartier, quoi. Donc, quand il me voit, il me dit qu'est-ce que tu fais là, machin, tout ça. Je me dis emmerdé, les ambulanciers, est-ce que d'un coup là c'est toi, il s'est engueulé avec les ambulanciers. Et lui, il avait plein de dialogues qui étaient super. Donc je me dis tiens, j'ai réécrit la scène en fonction de ça. Ensuite, j'ai demandé à Glory Marr, qui joue dans le film, qui aussi vit dans le quartier, de jouer le rôle.
mais qui a pas, bien sûr pas d'expérience, parce que c'est sa vie, elle passe au coin de la rue avec son déambulateur, elle est super, là, sa personnalité, elle n'a pas ça. Et la veille, je me dis, merde, je mets quand même Sean Penn, c'était le 3e ou 4e jour de tournage, face à quelqu'un qui a aucune expérience, donc avec qui on avait travaillé, avec Karine Nuris, qui a travaillé avec moi sur différents films et tout, c'est-à-dire qu'on l'avait fait répéter, elle était super, on a vu qu'elle avait une capacité d'impro super intéressante, mais je me suis dit je suis complètement dingue parce que Sean il va peut-être pas aimer ça du tout, et peut-être ça va très vite l'énerver de devoir improviser avec quelqu'un quoi. Et en fait et Sean et Ty ils ont joué le jeu, c'est-à-dire que ce qui était marrant c'est qu'ils improvisaient mais qu'ils gardaient quand même leur ligne du script, qu'ils arrivaient à placer comme vraiment des acteurs professionnels, et elle était complètement perdue, mais parfois j'étais obligé de gueuler. D'ailleurs, elle a vu arriver Sean, elle a dit mais toi t'es de quel hôpital et tout, je te connais pas. Donc Sean, au début, il était un peu surpris, et je pense qu'elle était sincère, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mélange entre la réalité et le truc, elle savait très bien qu'elle faisait une scène, et en même temps, elle oubliait et tout, donc elle avait écrit sur sa main les 4 un peu temps forts de sa scène. Moi, je gueulais parfois, non, repars, reviens et tout, donc c'est que des espèces d'impro un peu bordéliques. Mais au final, voilà, on en tire une scène où, avec un acteur et un texte écrit, ça aurait été plus difficile, parce que c'est des répliques qu'elle a sorties, elle. Mother Flower, j'avais jamais entendu ça comme insulte à quelqu'un. Je trouve que c'est joli, c'est poétique en même temps. Et justement, des gens comme ça, en fait, des Sean Penn, on a parlé de Mike Tyson. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que Mike Tyson, le cliché, ça aurait été de le faire jouer un des gars qui aurait tabassé sa femme et qui viennent voir parce que justement, voilà. Ou, je sais pas, un boxeur blessé, ou peu importe. Mike Tyson, il est surtout connu pour ça à la base. En tant que boxeur, j'entends. Non, en tant que boxeur, attention. Et justement, là, le faire jouer le patron, en gros, des urgentistes, enfin, en tout cas, celui qui leur donne les shifts, je trouve que, c'est une idée de casting surprenante, même si c'est un petit rôle, voilà. Comment, toi, en tant que cinéaste, tu te dis, bon, je vais le faire rentrer, ça va marcher? Parce que mine de rien, on ramène la persona du gars. Ouais, mais je crois que c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire que plus que les acteurs, pour ce qu'ils ont fait en tant qu'acteurs, j'aime les personnalités, quoi. Donc Mike, je trouve que son parcours, il est super, parce qu'il a grandi vraiment là où on a tourné dans Brownsville, tout ça, il est vraiment de là-bas. Donc c'est une figure de Brooklyn, légendaire de Brooklyn. C'est un gamin qui a été pris aussi dans cette violence, on va dire, sociale, et qui s'en est sorti par la boxe. Et je trouve que c'était un exemple aussi intéressant de quelqu'un qui a réussi, qui s'est sorti socialement de tout ça et tout. Et quand j'ai expliqué ça à Mike, lui, c'est ce qui lui a plu, quoi. Il me dit, voilà, moi, on m'a jamais demandé de jouer ce genre de personnage. C'est vrai que c'était ça. Je lui dis, j'aimerais bien que tu te couvres le maquillage, ton tatouage sur la tête. Il me dit ça, j'adore, parce que sinon, je suis toujours plus ou moins Tyson dans le film et tout. Et c'est la première fois qu'on me demande ça. Et avant, pour l'anecdote, j'avais demandé c'était pas pour le même rôle, mais c'est pour un rôle d'un autre ambulancier. J'avais demandé à Snoop Dogg aussi de jouer, quoi. Et Snoop, il m'avait dit, personne m'a jamais demandé de jouer un ambulancier. Je dis, j'imagine, mais tu serais super. Il me dit, moi, j'adorerais. Et j'aurais aimé faire un truc avec Snoop aussi, parce qu'il a cette personnalité. Ce que j'aime avec Tyson aussi, c'est qu'on a quand même cette empathie pour lui d'entrée. Si c'est un comédien qu'on connaît pas, il va faire ce rôle du chef des ambulanciers et tout. Bon, mais je trouve que Tyson, il amène déjà quelque chose. C'est Tyson, donc c'est toujours le danger de sortir du film. Et en même temps, il a quelque chose de très sympathique. Il a un vrai charisme, Tyson, quoi qu'il fasse. Enfin, je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment. Il a une popularité incroyable. Et on sent, les gens ont vraiment un amour pour lui, qui me paraissait important par rapport au personnage. Ça amenait quelque chose en plus, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est évident. Et c'est surtout, voilà, ce qui est intéressant, je trouve, en fait, c'est que ça donne une espèce de... C'est-à-dire, quand on a Sean Penn, quand on a Mike Tyson, dans un film comme ça, qui est extrêmement documenté et qui essaye vraiment au maximum de laisser rentrer la vie, en fait, dans le récit qu'il met en place, mine de rien, en fait, c'est une énorme plus-value. Et moi, je me demandais justement, toi, en tant que cinéaste, en fait, quand d'un seul coup, tu dois mettre en place quand même certains mouvements de caméra un peu compliqués, quand c'est pas que du pris sur le vif, hein, on sent qu'il y a des plans, en fait, qui sont vraiment travaillés et tout, pour essayer de capter certaines choses, quoi. Voilà, quel est ton équilibre pour justement ne pas perdre la vie là-dedans, quoi. Ouais, c'est vraiment les acteurs d'abord, la technique, après ça vient vraiment en deuxième, et j'ai un chef-op qui est super pour ça, parce que je dis pas de lumière, 360, long plan séquence, et on s'adapte, quoi. Donc après, et c'est un vraiment bon cadreur, donc c'est toujours une caméra soit à l'épaule, soit stabilizer, toujours pour pouvoir capturer un peu le réel, et jamais essayer de figer les choses. C'est l'erreur que j'ai fait un peu avec Mike. J'aurais aimé passer plus de temps. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on a eu 23 jours pour tourner, ce qui est très peu. Oui. Ça laisse peu de place après à essayer d'autres choses. Mais Mike, j'aurais dû le pousser vers ce qu'il est plus lui-même et tout, alors plutôt que de suivre forcément un script et tout, parce que je pense qu'il aurait pu nous amener des petits trucs en plus. Vraiment intéressantes. Ce qu'il a fait avec...
on va dire, par exemple, il y a une scène où il est confronté à Sean. Ça, c'est plus de l'impro. Là, d'un coup, il est super parce qu'il est à l'aise, il y va, il amène ce qu'il est lui. Et en fait, c'est un peu l'erreur que j'ai fait avec lui de pas chercher plus. Alors que c'est ce que j'aime faire avec des gens qui sont des non-professionnels, c'est d'aller chercher leur personnalité, les pousser dans ce qu'ils sont. Mais c'est avant tout, pour moi, c'est ce qui est le plus important. La technique, ça passe après. Je vais jamais privilégier la technique sur les acteurs, quoi. Et j'aime bien qu'on soit une équipe assez réduite. J'avais souvent pris cet exemple sur Johnny Maddox. Je dis j'avais envie c'est un groupe de 15 enfants soldats, ou 10-15 enfants soldats. J'avais envie qu'on soit le même nombre comme une équipe de foot presque derrière la caméra, on soit une dizaine et qu'eux soient une dizaine et qu'on joue ensemble. Mais que jamais le cinéma coupe du réel et impose d'un coup son immobilisme presque. Surtout aux États-Unis parce que c'est beaucoup les syndicats, donc il y a beaucoup de règles, donc il faut que chacun ait sa loge, il faut qu'il y ait le Video Village où on installe tout le monde regarde ce qui se passe sur l'écran, les chaises, les machins. Ça devient d'un coup, on se dit, on n'a plus d'espace pour filmer, quoi. Et je me suis dit, comment je vais faire dans ce milieu-là, parce que moi, ça me correspond pas du tout, c'est l'inverse de mon cinéma, qui essaie de se dire comment on tourne dans le réel. Donc j'étais parti sur ce principe de tourner à 360 avec la caméra. Du coup, ils pouvaient pas mettre tout le barnum autour. Ils étaient obligés de mettre ça plus loin. Et qu'on l'a fait avec une équipe assez réduite. Et que Sean, donc, comme tu disais tout à l'heure, il a joué le jeu. Alors que c'est quelqu'un qui est habitué à une espèce de confort hollywoodien aussi. Mais il a cette intelligence. Puis il a fait quand même un certain nombre de films. Au début, pour moi, c'était de me dire comment je vais l'amuser dans un film. Parce que comment je vais faire qu'il soit excité de venir chaque matin pour le tournage. Alors on s'entendait et tout ça, quand il s'est devenu un ami au cours des années et tout ça de prépa, mais c'était toujours important de créer comme ça on va dire l'espèce d'improvisation ou d'accident. Alors parfois ça l'agaçait. On y avait une scène, je me souviens, dans un délit qu'on a tourné dans le Bronx. On avait perdu le décor, donc on a tourné dans un délit au dernier moment et tout ça. Et ils n'avaient pas fermé, donc eux ils étaient à la caisse en train d'acheter des sandwichs pour la scène du film. Et puis les gens venaient acheter aussi des choses et la vie continuait autour. Je me disais, je comprends pas cette production qui est pas capable d'arrêter le délit. Mais j'aimais bien ça parce qu'on voit quelqu'un au fond qui est en train de faire autre chose. Enfin, d'un coup on est pris dans un espèce de vie que je voulais pas arrêter, capturer aussi ce New York qui est toujours en mouvement, quoi, quelque part. Mais c'est intéressant parce que lui-même est réalisateur, donc en fait normalement il devrait plus ou moins quand même avoir conscience en fait de tes besoins à toi en tant que réalisateur et de savoir que même si vous n'avez pas forcément la même approche et que vous faites pas les mêmes films, il y a quand même quelque chose en fait de... Ouais, non, ça pour ça il l'a quand même, il a un œil et tout, quoi. C'est ça qui est super et rarement, enfin il intervient jamais, et puis on a eu cette discussion, il respecte vraiment le réalisateur, c'est là où il est génial, quoi. Autant il peut s'engueuler avec la production, avec d'autres personnes autour. Sans blague. Mais avec moi il a toujours été génial, quoi, et il est toujours été vraiment là, et c'était important, parce que lui, si on commence à s'engueuler, ça va être l'enfer, parce bien que sûr, surtout sur 23 jours. Avoir Sean contre soi, vaut mieux pas. Ouais. Non, c'est clair. Et donc il a joué le jeu, même si parfois ça le surprenait, quoi. Je sais qu'une scène, on l'a complètement inversée. C'est la scène du restaurant, il voulait qu'on l'inverse et tout. Je dis pourquoi pas. Quand ils sont à Chinatown, ils marchent dans la rue. C'est tourné, mais c'est pareil, ça c'est une scène extrêmement. En fait, c'est à la fois une scène extrêmement forte d'un point de vue, de filmage. Et en fait, en même temps, ça déroule en plan séquence, en fait, un nœud dramatique. Ouais, c'est une scène principale, cruciale. quoi, en même temps, je me dis, on l'a fait en plan séquence, qu'ils sont vraiment dans un restaurant, ils descendent un mall, ils sont dans la rue à Chinatown avec plein de monde, et on a tourné avec les gens autour qui passaient, et avec le métro qui passe, il est obligé de gueuler et tout. Mais j'aime bien aussi ces challenges-là, quoi. Et au départ, moi, c'était, ils marchent dans la rue, ils montent dans le resto, et la scène se passe dans le resto, donc c'était un peu au calme. Il me dit, non, pourquoi on n'inverse pas? Je sais plus à l'époque pourquoi la raison. Je dis, bon, ok, mais du coup, tourner dans la rue, enfin, ça complique tout. Et le chef-op là-dessus était génial parce qu'on met en place, il est dans un resto chinois avec des miroirs partout, il faut descendre des escalators, il faut arriver dans la rue, il faut pousser des portes et tout. C'est quand même compliqué techniquement. Et je me souviens que Sean, il dit, mais vous avez besoin de répéter? Et donc, moi, je dis, je sais pas, comme vous voulez, mais je pense que pour David, il faut qu'à un moment, on fasse au moins le trajet tous ensemble, qu'il voit ce qui se passe. Et David dit, non, allez, allons-y, le chef-op, David Ongaro et tout. Et on a commencé à tourner. Et c'est super d'avoir quelqu'un aussi comme ça avec soi qui hésite pas au challenge. Parce que s'il commence à dire, ah bah non, moi, il faut que j'installe ça, ma lumière. Que ce soit propre. On est mort, quoi. Et puis on avait 4 heures pour faire cette scène. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et c'est vrai que c'est une scène importante. Et du coup, au départ, c'était un plan séquence de 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Je me souviens de l'équipe américaine qui m'a dit, mais aujourd'hui, on a fait 8 km, on a regardé sur notre truc, on fait jamais ça normalement, et qui râlait un peu, tu vois, parce que ça marchait beaucoup, il n'y a pas beaucoup de temps, ça, on n'avait pas le temps non plus de bien vraiment sûr. ne pas tourner, quoi. J'aimerais bien parler de la scène. Alors, c'est un petit spoil,
On spoil un tout petit peu le film, mais je vais pas vraiment. C'est la scène en fait de l'enfant justement de la naissance. Tu disais tout à l'heure que justement quand les urgentistes reçoivent un coup de fil pour une pour une naissance ou pour une grossesse, en général c'est plutôt joyeux. Là c'est pas du tout joyeux dans le film. C'est vraiment ça tourne au cauchemar. C'est vraiment une scène extrêmement dure. Moi je trouve extrêmement sous tension. Et tu disais que c'était une des scènes qui était dans le roman en fait. Qui est pas forcément quelque chose que du coup tu as vécu, mais par contre moi je trouve que tu l'as retranscrit de manière extrêmement alors le terme est peut-être pas bien choisi, j'allais dire efficace, mais en tout cas pas efficace, c'est-à-dire vraiment on est là avec eux et on sent complètement la noirceur et la tension de la situation, les enjeux moraux qui se passe entre Sean Penn et Ty Sheridan, j'en dirai pas plus, mais voilà, ouais. Et comment est-ce que toi tu t'es approprié cette scène qui n'est pas une scène que tu as pu vivre, qui n'est pas une scène que tu as pu dans ton propre fonctionnement, pour la rendre aussi, forte, quoi. C'est difficile à dire. Je pense que le jeu, et pour beaucoup, pour le coup, on a vraiment des acteurs qui sont incroyables parce qu'ils ont ça en eux. Enfin, sans rien faire, ils dégagent des choses. Après, je crois que j'ai toujours besoin d'un décor qui me permette de la circulation. Et là, d'un coup, on a trouvé un ancien shelter comme ça, abandonné, où on a pu faire la scène. Et que j'aimais, parce que du coup, tout est tourné en plan séquence. Après, c'est souvent monté, mais ça crée, je pense, cette tension, parce qu'ils arrivent, ils vont voir cette femme, Ty, il reste tout seul, Sean, il va dans son coin, il revient, ils se rejoignent et tout. Il y a une espèce de circulation qui amène un malaise et qui permet aussi ces temps. Et que je trouve que Cally, qui joue la femme, elle a aussi une grande force. Je l'avais vu dans un film qui s'appelle Catch the Fair One, qui était son premier film. Okay. Cally Rice, elle était boxeuse à la base aussi. Et elle avait cette espèce ça mélange un père afro-américain et une mère native américaine ou l'inverse, mais du coup elle a ce mélange aussi et elle a une vraie force. J'avais envie d'une femme forte. Dans le film c'était une junkie toute maigre, machin, et encore droguée, on va dire. J'avais envie de quelqu'un de fort parce que c'est ce qu'elle raconte. Elle s'est droguée plus, on va dire, pour éviter la souffrance de l'accouchement, la douleur. Et Cally aussi, depuis elle a fait True Detective, cette série avec Jodie Foster. Mais Cally, elle a amené aussi un truc, elle m'a étonné sur le tournage parce qu'une espèce de véracité comme ça, elle a donné beaucoup dans son personnage. Et je pense que c'est les acteurs aussi vraiment qui créent cette espèce de tension. On sentait qu'il se passait quelque chose, je trouve que c'était le deuxième jour de tournage. Le premier jour, c'était cette scène dans Chinatown, qui est un des nœuds du film. De jeux importants. Deuxième jour, c'était ça. Je me dis, putain, on commence... mais tant pis, allons-y. Tu vois. Et en même temps, sur 23 jours de tournage, avec tout ce que ça raconte, à mon avis, il n'y a pas vraiment de moment extrêmement simple à faire, quoi. Mais c'est impressionnant là-dessus. Et alors, j'ai une question parce que tu es crédité en tant que... Mais comme je comprends un peu la logique quand c'est des comédiens comme Ty Sheridan et Sean Penn, parce que je pense qu'en fait, en général, ils baissent leur salaire, il y a toute une logique comme ça. Mais toi, tu es aussi crédité en tant que producteur exécutif. Qu'est-ce que ça implique, en fait, ce titre ? Ouais, c'est plus que j'ai porté le film pendant 5 ans. C'est un seul qui soit du début à la fin, quasi. Parce que même les producteurs qui sont venus en développement, ils sont partis après. On a récupéré un des producteurs, et puis ensuite des autres producteurs et tout. Donc finalement, avec Ty, on est les deux seuls qui sont restés vraiment sur tout le film du début à la fin, quoi, avec des gens qui ont changé. Et c'est en ça qu'ils m'ont donné le titre aussi de producteur exécutif, parce qu'on passe beaucoup de temps avant que ça démarre et que ça se mette vraiment en place, quoi, d'investissement, on va dire, quoi. D'accord, c'est un crédit presque de remerciement, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Et à propos de remerciements, il y a un autre remerciement intéressant, je trouve. Il y a plusieurs remerciements de ta part dans le générique de fin, mais il y a un remerciement intéressant sur un cinéaste, Alejandro Jodorowsky. Et j'aurais voulu savoir pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que tout simplement tu aimes ce qu'il fait, ou est-ce qu'il y a un rapport en fait dans le récit, il y a une histoire derrière ? Ouais, il y a une histoire, mais personnelle, on va dire. Ah, pardon. Alors si c'est pas. non, on peut la raconter, mais Alejandro est un ami depuis des années. D'accord. Et c'est quelqu'un c'est pour moi un peu le maître du cinéma. Et quand on me dit un film, c'est difficile de citer un film qu'on aime, ou de sortir un film de tous les films qu'on aime, quand on est cinéphile et pour tout le monde. Mais pour moi, La Montagne Sacrée, ça reste un film. Quand on me demande quel est ton film préféré, souvent je dis La Montagne Sacrée, parce qu'il y a une vraie créativité, puis c'est un film unique qui ressemble à aucun autre. Et Alejandro, j'étais à l'école du cirque avec son fils, et puis après on s'est rencontrés grâce à Johnny Maddox, où il avait aimé le film, on s'était retrouvés dans un jury, on est devenus amis, et qui m'a beaucoup aidé à travers sa psychothérapie qu'il fait, la psychomagie.
derrière, et on a fait des séances comme ça et qui m'ont vachement aidé. Et donc, j'avais envie de le remercier. Tout ça, c'était dans le processus. D'accord. Et j'ai fait l'expérience avec lui. Et quand il a sorti son livre, il a d'ailleurs publié toute notre expérience ensemble et tout ça. Et donc, je dirais que c'était plus un remerciement à titre personnel de vie, quoi, un peu. Parce que c'est quelqu'un de très généreux et qui aide et qui a permis, comme ça. Ça ouvre vachement de choses. Et qui est toujours là, bon pied, bon oeil, 95 ans, mine de rien. Il devait venir hier, mais il avait un problème à l'œil, donc pas si bon pied, bon oeil que ça. C'est mal tombé. Malheureusement, il n'a pas pu venir à la projection hier. Et non, il est génial, il a une grande force. Il est à 95 ans, et puis c'est un personnage incroyable. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Alejandro et sa femme Pascal, ils sont super, quoi. Le film a été présenté à Cannes. Qu'est-ce que tu en retiens ? Là, il sort quand même presque un an après. Ouais, c'est long, un an après, mais Cannes, c'est super parce que d'un coup, le film est présenté devant 4000 personnes et c'est un mélange entre professionnels, critiques, audience et tout ça. Donc, c'est vraiment c'est la meilleure plateforme pour un film parce que ça permet que ces films qui sont aussi pas faciles à financer, à exister et tout, que d'un coup, ils aient une visibilité. Bien sûr. Ouais. Après, Cannes, c'est une arène, donc il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont détester, ça crie, ça insulte. Et c'est assez marrant. Alors, mes films précédents, j'étais un peu épargné parce qu'en été, Un certain regard, La séance de minuit, un film en Afrique, un film en Thaïlande, ça s'intéresse pas tant une certaine presse. D'un coup, quand c'est un cinéaste français qui arrive en compétition, ça intéresse une autre part de la presse qui s'est emparée du film, parfois de façon hyper violente. Mais ça fait partie aussi de Cannes, c'est ça qui est... C'est aussi ça, la reine, quoi. Mais à quoi tu penses que c'est dû, justement, le fait qu'il s'en parle du film de façon aussi violente ? Moi, j'ai envie de dire, je pense que c'est un film qui est clivant, mais qui est clivant pas forcément en tant que film, c'est-à-dire, mais en tant que ce que ça raconte. Et à partir il y a une façon de montrer les choses qui est assez crue, assez directe, et qui, mine de rien, pour moi, est essentielle. Je veux dire, ça fait partie, justement, des qualités du film, c'est de pas tourner le regard, quoi. Est-ce que toi, tu penses que c'est le fait que, justement, en fait, on soit dans une logique aujourd'hui où de moins en moins de films font ça, que d'un seul coup, quand il y a un film comme Black Flies qui arrive et qui est extrêmement... c'est un film qui regarde la mort en face, littéralement, quoi. Je veux dire, c'est le titre c'est le titre du roman, tu disais, c'est le titre du film, le titre en tout cas original, puisqu'aux États-Unis ils ont changé le titre, ils en font un titre un peu plus basique qui est Asphalt City. Et en fait, là en l'occurrence, il y a même une explication claire, nette et précise dans le film sur qu'est-ce que sont ces Black Flies, en fait, de quoi on parle, et ça parle littéralement de la mort. Donc, est-ce que pour toi, c'est ça qui fait que d'un seul coup, la violence, en fait, elle vient de là ? Est-ce que tu l'as analysé ou est-ce que t'es passé... Pour moi, c'est difficile à analyser parce que quand c'est son film et tout, mais tu y réponds, je pense. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu ça, il y a un rejet qui j'explique un peu aussi qu'on n'a pas envie de voir ça. Après, moi, c'est mon discours en tant que cinéaste. Je pense que c'est important aussi que les films montrent ce qu'on n'a pas envie de voir parce que autrement, on n'avance pas, quoi. Si on reste que dans l'illusion, c'est-à-dire que je pense que c'est important de montrer le réel. J'ai pas envie de montrer le réel de façon... comme un divertissement uniquement, c'est-à-dire que c'est le problème de la violence au cinéma parfois. La violence est montrée comme un divertissement, c'est très bien pour certains films, ça banalise aussi la violence. Est-ce qu'on peut uniquement banaliser la violence ? Je pense pas, je pense que parfois c'est important aussi de la montrer de côté réaliste. On m'avait fait la réflexion, tu vois, sur Les Enfants Soldats, sur Johnny Madog, on me dit, mais c'est violent comme film. Je dis, mais comment je peux ne pas faire un film violent sur un sujet pareil ? Est-ce que Des Enfants Soldats, c'est violent ? Et quand les enfants ont vu le film, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils me disent, c'est génial parce que c'est notre vie, mais c'est beaucoup moins violent que notre vie. Et pour les gens, c'est trop violent. Les ambulanciers, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un meurt dans l'ambulance, c'est 100 fois plus violent que de regarder au cinéma quelqu'un qui meurt dans une ambulance. Et je pense que si on se penche pas sur la violence, on va jamais arriver à la combattre, on va jamais la comprendre. Et la violence est tabou aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'intérieur de chacun. Chacun sa propre violence. On n'a pas besoin d'être un flic, un ambulancier, un photographe, peu importe. Pourtant, on a peur d'en parler. Donc, le cinéma peut être un espèce d'exécutoire, comme ça, on voit des films violents et tout, donc c'est une façon d'exorciser. Mais je pense que c'est ce que j'aime dans le cinéma aussi, c'est de raconter une violence réaliste pour essayer de la combattre et pas pour se dire « Ah, c'est génial, la violence et tout ça ». Non, moi, je déteste la violence. Les films peuvent être durs, mais c'est la violence de la vie, quoi. Et je pense que c'est important de la regarder de temps en temps pour pouvoir justement y remédier, quoi. Est-ce que, parce que tu as fait des documentaires et tu as cette approche-là, est-ce que quelque part, en fait, quand c'est des films aussi compliqués à monter, surtout aujourd'hui dans ce système actuel, quoi, est-ce que, en fait, ce serait pas plus simple d'en faire un documentaire ? Ou est-ce que pour toi, non, il y a une importance, en fait... Non, c'est compliqué, parce que moi, j'ai jamais été dans le documentaire, dans le sens que j'ai fait mon premier film qui était un documentaire qui s'appelle Carlitos Medellín, qui devait être une fiction à la base. Comme je me suis retrouvé avec un revolver sur la tempe, je me dis, faisons un doc.
parce qu'on pouvait pas le faire. Le film, à ce moment-là, c'était en Colombie pendant la guerre civile, et d'un coup, ça devenait compliqué de faire le film parce qu'ils étaient vraiment en guerre. Donc, je me dis, faisons un doc. Et j'ai fait un doc à partir de ça, mais ma culture, je pense qu'elle vient plus du cinéma, et que je trouve que le cinéma amène une émotion. On peut amener une vision plus poétique et plus irréelle et tout ça du réel que de le documentaire. Moi j'adore les documentaires, mais j'aurais plus de mal à en faire parce que je trouve que le mélange justement du cinéma et du réel peut permettre une autre forme de narration qui est un peu différente, quoi, qui permet peut-être d'être plus dans la réflexion. Pas la réflexion, peut-être dans un truc plus visuel, on va dire que j'aime le son et l'image parce que je trouve que c'est ce qui fait le cinéma plus que les dialogues. Et le documentaire, ce qui m'angoisse, c'est toutes les interviews et tout ça, quoi. C'est-à-dire que j'aurais du mal à filmer une interview. Je me dis, bon, alors si c'est des documentaires immersifs comme ça, comme le documentaire génial de Mislav Tchernov, qui a gagné l'Oscar de 20 Days in Mariupol, lui, il est dedans comme ça avec les gens et tout, ça c'est génial, mais ça il faut vraiment être là au moment, il était là à la guerre en Ukraine et tout, et il a pris des risques et tout. Ça, j'adorerais faire ça. Mais je pense qu'après, le cinéma peut avoir cette approche-là. J'aime le cinéma immersif, donc ce documentaire-là, par exemple, on est en immersion parce qu'il est lui-même, il est là, quoi. Piège de la guerre. Après, c'est difficile, et c'est pour ça que je me dis que le cinéma, en recréant, et j'aime l'idée aussi de recréer la prison, tu vois, par exemple, recréer l'univers carcéral avec des anciens prisonniers taille qui, eux, ça leur permet vraiment, on travaille sur l'art-thérapie, donc d'évacuer, de raconter leurs histoires. J'aime aussi ça parce que ça devient un documentaire quelque part. Ils racontent leur vérité et ils s'en sortent à travers ça. Et tu vois, quand on a présenté par exemple Une prière avant l'aube à Cannes, j'avais à côté de moi Keng, qui est un prisonnier qui a fait 15 ans de prison, qui a le visage tout tatoué, thaïlandais. Et quand il a entendu les applaudissements à la fin, il n'a pas pu se retenir, il a fondu en larmes, il m'a pris dans les bras et tout ça, on s'est pris dans les bras. Et il me dit, c'est la première fois que finalement que je suis jugé pour quelque chose que je fais autre que mon visage, on va dire, et mon travail d'acteur dans le film, et raconter l'histoire et tout. Il me dit, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pour ça que j'ai envie de faire du cinéma aussi, quoi. Ou la femme dont tu parlais qui gueule dans l'ambulance, ou l'autre. Je l'ai vue il y a 2 jours dans la rue, elle me dit, mon fils a vu la bande-annonce où je suis dedans, c'est la première fois qu'il est fier de sa mère et tout, ça me bouleverse et tout ça. C'est touchant parce qu'on dit, c'est des gens qui n'ont pas l'opportunité vraiment du cinéma. Et d'un coup, quand on leur offre, eh ben, c'est aussi des moyens de... Ouais, ça élève un peu le... parce que c'est pas du doc. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que je les filme pas en disant racontez votre vie, c'est du documentaire. Ils font une performance d'acteur. Ils sont salués pour cette performance d'acteur et pas juste pour être filmés en tant que documentaire. D'accord. J'avais une dernière question qui va peut-être te surprendre. Est-ce que tu es croyant ? Ouais, je crois en la vie. Ouais. Je pose la question parce qu'il y a quelques éléments en fait dans le film qui sont, pour le coup, moi je trouve vraiment du pur cinéma. C'est-à-dire presque dans la représentation du personnage de Ty Sheridan en fait, et vraiment je trouve des idées de cinéma qui me paraissent un tout petit peu décalées avec le film, ce qui est étonnant. Alors c'est très très peu, c'est très fin, mais enfin c'est très on le voit pas souvent en fait, c'est ça que je veux dire. Mais par exemple il y a les ailes d'ange sur sa veste et ce genre de choses, et comme il est assimilé à ça dans le film par moment, et il y a une petite imagerie aussi chrétienne et tout, je me posais la question. Je me disais, tiens, est-ce que c'est dans le roman ? Est-ce que c'est à travers le personnage ? Est-ce que c'est toi C'est plus... non, je crois pas que ce soit dans le roman, je m'en souviens pas. Non, c'est plus moi. Enfin, je pense que j'aime bien aussi ce mélange entre une espèce de... ce qu'il dit dans la bande-annonce, l'enfer et le paradis, ou une espèce plus d'animalité, physicalité des corps et tout ça, et quelque chose de plus spirituel. J'ai l'impression qu'on peut s'en sortir que par la spiritualité. Après, c'est pas la religion telle que soit, catholique, musulmane, peu importe. Je pense que c'est important pour l'être humain. Et Carlitos, c'était là-dessus, c'était des gens qui se confiaient à la Vierge. C'était pas tant la Vierge qui m'intéressait, c'est plus que me dire que ces gens-là qui n'ont plus rien dans la vie, le seul espoir qu'ils ont, c'est de parler à cette Vierge. Et que c'est pour eux la seule échappatoire, on peut dire, et c'est le seul moyen pour nous de survivre quelque part, de se dire il y a quelque chose dans l'au-delà. On peut se dire il n'y a plus rien, après la mort c'est fini. Moi je crois pas, je pense qu'on se réincarne, je pense que l'âme se réincarne. Le corps, on s'en débarrasse et il évolue avec les générations. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de ça. C'est plus là ma croyance. Chez moi, par exemple, tu viens, il y a plein de choses partout qui sont religieuses, mais qui sont à la fois bouddhistes, catholiques, musulmanes. J'aime bien ce mélange-là parce que je pense que c'est important, la croyance. Sinon, si on croit en rien, que dans le cinéma, on est mal barré. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant parce que c'est justement, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir ce genre d'imagerie dans tes précédents films, et là, je le voyais un tout petit peu, et je me suis posé la question. Là, bizarrement, tu vois, le Carlitos, c'est la Vierge.
Oui, mais là, une c'est prière vraiment avant l'aube. l'endroit où ça se passe, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est Il y a vrai, le c'est vrai. Bouddha, il y a C'est vrai. Mais même moi, je Je n'en ne dis étais plus pas rien. forcément conscient, mais c'est là, et même Johnny Mad Dog, il a des chapelets partout autour. J'ai l'impression que c'est toujours là, mais comme une espèce de moyen de s'en sortir. Et là, c'est vrai que sur ce film, avec Ty, on avait envie de se dire, de donner une espèce de parabole à son personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est innocent à la base et qui va être confronté à des situations comme en enfer, on va dire, de gens qui sont en souffrance. Et on avait envie de prendre l'image de l'ange Michel, l'archange Michel, qui, lui, son but, c'est de dissocier dans les âmes et de choisir s'ils vont en enfer ou au paradis et de combattre le diable. On se disait, c'est amusant de jouer sur cette symbolique à travers son personnage. C'est pour ça que les ailes sont arrivées sur le blouson, mais comme c'était presque Michel avant qu'il devienne un ange, toutes les étapes qu'il doit passer, parce que c'est aussi le saint patron des ambulanciers, et c'est aussi symboliquement ce qu'ils doivent faire. Ils sont entre eux, est-ce qu'on sauve des vies, est-ce qu'on sauve pas des vies, ce que raconte le film sur parfois des dilemmes moraux. Mais l'ange, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il est obligé de décider. Donc c'était plus pour s'amuser aussi sur cette image-là et d'amener un peu de spiritualité ou une espèce d'espoir à la fin. C'est un film qui est très sur le bitume, c'est sûrement qu'ils l'ont appelé Asphalt City, et qui finit dans le ciel avec, j'espère, de l'espoir, parce que l'important, c'est de traverser le tunnel et de voir la lumière au bout du tunnel, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une suite ? Quel est ton prochain projet ? Ou c'est encore... Non, j'ai un projet sur lequel je travaille depuis longtemps et qui j'espère va se mettre en place cette année, si tout va bien, ou l'an prochain, mais qui est sur aussi la violence et qui sera peut-être la fin pour un peu clore le chapitre de la violence. Pour toi ? Ouais, peut-être. C'est vraiment sur l'histoire d'un photographe qui parcourt le monde entier et qui essaie de comprendre la violence du monde à travers sa propre violence. Et comment il est une espèce d'addiction à la violence, quoi, qui est un sujet personnel. J'ai écrit le scénario et j'ai envie de raconter comme ça ce parcours et qui donne sens un peu à tous les films d'avant pour moi, en tout cas, qui est une réponse à tout ça. Ou une question que souvent on me pose, quel est mon rapport à la violence et tout ça. Et le prochain film, je pense que c'est vraiment l'explication de ça, quoi. D'accord. Un film français, un film américain ou peu importe ? Français avec des acteurs anglophones et beaucoup aussi de non professionnels, on va dire, dans le comme monde entier, quoi. D'accord, ça marche. Merci Jean-Stéphane. Ben, je t'en prie. Donc Black Flies, ça sort en salle le 3 avril. Donc allez le voir, c'est un très très beau drame. J'ai envie de dire drame parce que plus qu'un voilà, mais avec immersif et extrêmement, dynamique aussi. Voilà, donc ça sort en salle le 3 avril. Merci à la technique. Merci Jean-Stéphane, merci à Zvi qui a permis cet entretien. Et puis en fait, voilà, Black Flies en salle le 3 avril. Merci beaucoup. Merci.